do Tribunal Penal Internacional por l'ex-Yugoslavie est ouverte. Please be seated. Good morning. Le président, bonjour. Monsieur le greffier d'audience, s'il vous plaît, citez le numéro de l'affaire. Le greffier d'audience, bonjour, monsieur le président, mesdames et messieurs le juge, bonjour à tout le monde dans le prétoire et autour de la prétoire. Il s'agit de l'affaire numéro IT 0588T, le procureur contre Popovic et consort. Merci. Le président, merci. Je vois que tous les accusés sont dans le prétoire. Et pour ce qui est des parties, c'est la même chose. Ils sont tous présents, mis à part quelques assistants juridiques. Maître Bourgon, vous avez la... Bonjour. Maître Bourgon, bonjour. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, mesdames et messieurs les juges. Bonjour à tous les collègues qui sont dans le prétoire. Si vous donc appuyez sur le bouton pour le prétoire électronique, vous allez voir cette image qui a été affichée, à laquelle j'ai fait référence hier. Cela n'a pas été affiché sur l'écran parce que j'ai oublié de demander donc au greffier d'appuyer sur ce bouton. Mais en tout cas, ce que j'ai dit hier, monsieur le président, indépendamment du fait si vous voyez une personne âgée, une femme âgée qui a une expression de visage qui est triste, ou bien si vous voyez une jeune femme en manteau en fourrure, cela n'importe pas, parce que si vous regardez bien, vous allez voir une deuxième femme sur cette image. La même chose s'applique dans la thèse de l'accusation. Et si vous tenez cela en compte, et je suis sûre que vous allez faire, si vous donc ne tenez pas en compte tous les moyens de preuve qui ne sont pas fiables, et vous allez donc voir que l'accusation n'a pas réussi à prouver sa thèse pour ce qui est de Drago Nikolic, monsieur le président. Donc je vais pas réussir à parler de tous les documents préparés par mon équipe et par moi-même. Donc je vais être obligée de omettre plusieurs sujets. Et je vais me concentrer seulement sur des sujets qui sont indispensables. Donc je vais parler des sujets aujourd'hui et des documents qui vont apparaître sur l'écran. Et ma collègue va parler donc des moyens de preuve pour ce qui est du caractère. Le témoignage tout entier de Brenovic doit être rejeté. Bien sûr que non. Nous expliquons cela dans notre mémoire en clôture. Le témoignage de Brenovic peut être important pour comprendre la chronologie des événements dans cette affaire, mais cela doit être sujet à deux lignes directrices importantes, à savoir que le témoignage incriminatoire fourni par Brenovic ne devrait pas se voir accorder de poids, et ensuite il faut savoir que son témoignage donc peut-être avoir une valeur probante seulement si il est étayé par des moyens de preuve indépendants. Est-ce qu'on peut revenir à une audience publique? Le président, oui. Maître Bon, merci. Le témoin suivant sur liste est Momir Nikolic. Je fais référence au paragraphe 589 et 646 pour ce qui est du mémoire de Nikolic. Et nos conclusions pour ce qui est de Momir Nikolic est ce que aucune valeur probante ne doit être attribuée à son témoignage selon lequel il a visité le brigade de Zvornik et son commandement, ainsi que le poste de commandement avancé dans la soirée du 13 juillet 1995. Et, malgré le fait que Momir Nikolic est devenu un autre témoin professionnel qui savait qui connaissait son récit par cœur et qui a répété cela à de nombreuses affaires. Il a témoigné devant cette chambre et il a fait au moins deux erreurs factuelles. Il a déclaré qu'il était arrivé à la brigade Zvornik le 13 juillet dans la soirée. Il a garé sa voiture à l'extérieur. Il est arrivé à pied. Il s'est identifié lui-même en tant que Momir Nikolic. Il a dit qu'il avait voulu voir Drago Nikolic et il a dit qu'il était l'organe de sécurité de la brigade de Zvornik. Monsieur le Président, c'est quelque chose qui n'a
pour ce qui est du témoin Jeremic, a été omis. Jeremic a confirmé, en effet, dans son témoignage, et c'est la pièce 3D 587, que simplement cela n'a pas eu lieu. Et ce qui est important, la procuration n'a pas contesté ces déclarations qui a été donc versée au dossier d'après l'article 92 bis. Encore une autre erreur importante faite par Momi Nikolic lorsqu'il a témoigné qu'il n'est pas allé au poste de commandement avancé lorsqu'il leur aurait parlé à Drako Nikolic, ou lorsqu'il a témoigné pour ce qui est de la chose contraire dans l'affaire Blagojevic, les comptes rendus 2251 jusqu'à 325, encore une fois, c'est quelque chose qu'il n'aurait pas pu oublier. Et il est évident que Momi Nikolic a essayé donc de témoigner de cette façon pour qu'il lui soit possible d'éviter de répondre à des questions et qu'il n'aurait pas été en mesure de répondre à des questions concernant le poste de commandement avancé de la brigade de Zvornik parce qu'il n'est jamais allé là-bas. L'image suivante, de telles erreurs, lorsqu'on les examine ensemble avec les arguments détaillés, démontrent que son témoignage pour ce qui est de cette présumée visite ne doit pas se voir attribuer aucun poids. Et après avoir dit cela, Monsieur le Président, il y a des parties de son témoignage qui donc méritent qu'on leur accorde un certain poids. Par exemple, la chose suivante, Momi Nikolic a témoigné pour ce qui est de l'improvisation et de la situation chaotique à Bratunac dans la nuit du 13 juillet, au moment où les ordres et contre-ordres ont été donnés d'une minute à l'autre concernant les prisonniers. La page du compte rendu 33 233, 33 234, et c'est important parce que ça illustre le manquement, qu'un plan n'existait pas pour ce qui est des prisonniers. L'image suivante, sur ma liste, le témoin Swami Kompandurevic, et ce sont les paragraphes 956 jusqu'à 1015 de notre mémoire en clôture. Et d'abord, il faut que je dise que, au compte rendu, pour que nos conclusions n'ont rien à voir avec la responsabilité présumée de Vinko Paduric pour ce qui est des événements survenus en juillet 1995. Mais pourtant, il faut dire que nous sommes persuadés que Vinko Paduric n'a pas dit la vérité lorsqu'il a témoigné devant cette chambre de première instance, et son témoignage influe directement la situation de notre clan dans cette affaire, et nous ne pouvons pas ignorer cela. Notre position est que le témoignage qu'il a fourni pour ce qui est de sa présumée réunion avec Dragan Obrenovic le 16 juillet au poste de commandement avancé, pendant laquelle Obrenovic l'aurait été informé pour la première fois pour ce qui est de la présence de prisonniers dans la zone de Zvornik, et pour ce qui est de ces informations concernant leur destin. Donc, pour ce qui est de ce témoignage, il ne faut pas lui accorder de valeur probante. Et ce moyen de preuve démontre que Pandurevic a été informé pour ce qui est des détails de la situation concernant les prisonniers, et il a été informé de cela par Obrenovic. Est-ce que c'était au commandement de la brigade Zvornik ou au poste en commandement avancé ou à deux endroits le 15 mai? En tout cas, c'était le 15 juillet 1995. Et ce qui est le plus important est que Pandurevic a été informé sur la situation avant le 16 juillet. Et lorsque Pandurevic a été informé par Obrenovic sur les détails de la situation concernant les prisonniers, et c'est dans nos conclusions, Monsieur le Président, Obrenovic ne lui a pas dit qu'il avait obtenu ces informations de Drago Nikolic. Si Pandurevic avait été informé du fait que Obrenovic avait obtenu ces informations de Drago Nikolic, Pandurevic aurait nécessairement posé des questions à Nikolic pour ce qui est de cette affaire, et c'est exactement comme il a témoigné, à savoir qu'il se serait attendu à ce que Obrenovic confirme l'ordre selon lequel il aurait été informé de Drago Nikolic. Au contraire, Pandurevic a confirmé qu'il n'avait pas parlé à Drago Nikolic le 15 juillet, compte rendu 31-513. Encore plus important, c'est que lorsque Pandurevic a réagi à ces informations selon lesquelles il avait reçu de Obrenovic le 15 juillet, c'est quand il a envoyé son rapport d'étape, il n'a pas impliqué Drago Nikolic, qui était de toute façon le commandant ou l'officier de permanence pour la brigade de Zvornik, compte rendu 31 585 et 586. Pandurevic aurait contacté Drago Nikolic si il avait été impliqué, comme a voulu le faire entendre Obrenovic. Et ceci confirme que Nikolic n'a eu qu'un rôle minime dans ces événements.
Enfin, nous sommes tout à fait d'accord avec ce que disait l'accusation, à savoir que la thèse de Padurevic, à savoir qu'il n'a pas eu de contrôle effectif sur tous les éléments de la brigade de Zvornik lorsqu'il est rentré à Zvornik le 15 juillet, n'a aucun sens. Les éléments le prouvent et ne nécessitent pas de commentaires en la matière. Il faut ajouter, à propos de Padurevic, qu'il n'aimait pas du tout le service de la sécurité de façon générale et pas non plus Padurevic en particulier. Pourquoi? Parce que les renseignements qu'aurait fournis en raison des informations données par Drago Nikolic à son propos. Apparemment, il y a un conflit, si je peux parler de conflit, entre Padurevic et Nikolic, mais ceci n'a rien à voir avec les événements survenus en juillet 1995. Passons à la planche suivante. Nous avons maintenant sur notre liste PW101. Les raisons en ont été exposées au paragraphe 845 à 891 de notre mémoire en clôture. On ne peut accorder aucun poids à ce qu'a dit ce témoin. Les éléments montrent que ce témoin est bien allé à Oraovac dans la soirée du 14 juillet, mais jamais Sretan Milosevic ne lui a ordonné d'emmener de la nourriture au lieu où se faisaient les exécutions et il n'est jamais allé à cet endroit. Vu les éléments présentés par Jivanovic lundi, page du compte rendu 34372 à 34377, il est inutile que j'ajoute des éléments de détail à propos du témoin PW101. Manifestement, ce dernier avait de bonnes raisons à fournir ces informations à l'accusation et il ne faut pas tenir compte de sa déclaration d'aucune façon. Passons maintenant de Sretsko Atimovic. Toutes les raisons ont été exposées au paragraphe 892 à 555 de notre mémoire. La totalité de sa déclaration, de son témoignage doit être rejetée. Mon confrère l'a dit, et là je cite l'accusation. Atimovic est coupable. Et il était impliqué jusqu'au cou. Page du compte rendu d'audience 34254. Et partant de cela, il suffit de cet élément pour rejeter la totalité de son témoignage. Puisque j'ai peu de temps, je passe au témoin suivant. Le témoin PW 102, ainsi que le témoin PW 108. Il s'agit des pages du compte rendu, ou des paragraphes plus exactement, ce que j'interprète, 699 à 744 du mémoire Nikolic. On ne saurait accorder aucune valeur probante à ces dires. De plus, le mémoire de l'accusation le dit clairement lorsqu'il s'agit du poids qu'on peut accorder à cette déposition. Paragraphe 2730 à 2733 du mémoire de l'accusation. Et d'ailleurs, il semblerait effectivement que même si l'accusation a décidé de s'appuyer sur les dires de ces deux témoins, sachant qu'ils n'étaient pas crédibles, l'accusation l'a fait pour simplement occuper la défense de M. Nikolic. Et je peux vous dire que cette stratégie, elle a bien marché. On a fait tout ce qui était possible pour essayer de sauvegarder la déposition du témoin 168. Mais en fin de compte, il ne peut y avoir aucun doute sur le fait que les visites qu'aurait faites ce témoin à la brigade de Zvornik dans la soirée du 14 juillet, ça ne s'est jamais fait. L'accusation d'ailleurs est dire pour que cette visite n'aurait pu se faire que le 14 juillet. Et c'est pour ça que cette visite ne saurait avoir eu lieu. Je saisis l'occasion pour souligner une chose, pour souligner le lien qu'il y a entre le descriptif que fait le témoin PW 168 et les éléments de preuve fournis par le témoin 102 ainsi que par le témoin 108. Nous estimons que c'est là une nouvelle indication du manque de crédibilité qu'il y a dans les dires du témoin 168. Parlons maintenant de Majo Galic.
Vous avez le mémoire en Clôture Nikolic, paragraphe 647 à 690. Aucun point ne peut être accordé à ce qu'il a dit. Il a affirmé qu'il avait remplacé Drago Nikolic au poste de commandement avancé dans la soirée du 13 juillet. Dans son mémoire en clôture, l'accusation a mis en doute la crédibilité du témoin Dragan Stojkic, ainsi que ce qu'avait affirmé la défense lorsqu'elle a dit que le registre du poste de permanence avait été trafiqué. On parle du temps passé au groupe 1, au groupe tactique 1, son retour à la brigade de Svornik. Ceci est plausible et ceci concorde avec les dires des témoins Yevgevitch et Dragutinovic, ce que ne croit pas l'accusation. Il se peut que Stojkic se soit trompé quant au lieu où il a passé la nuit du 11 au 12 juillet après l'entrée du groupe tactique 1 dans Srebrenica. Mais il n'y a aucun élément de preuve qui contredit ce qu'il a dit, à savoir qu'il était avec la compagnie des chars lorsqu'il est rentré à Zvornik le 13 juillet. Si on en applique le critère que voudrait vous faire utiliser l'accusation dans l'évaluation du témoignage de Stojkic, cela voudrait dire que la plupart des éléments de preuve apportés dans ce procès doivent être rejetés. Parlons du registre du poste de commandement avancé. L'accusation n'a pas compris notre argument que nous avons exposé au paragraphe 680 à 697 de notre mémoire en clôture. Pour le dire simplement, nous disons que si le registre du poste de permanence du poste de commandement avancé est tout à fait exact s'agissant du nombre de pages de ce registre, de ce qu'il y a dans ces pages, s'agissant du tampon de Obrenovic qui certifie le nombre de pages, si vous devez le croire, c'est précisément parce que ceci a été trafiqué. C'est le seul registre qui n'a pas été transféré au 5e corps avec les archives de la brigade de Zvornik avant que l'accusation ne fasse une perquisition des lieux. Il n'y a pas de coïncidence ici. Obrenovic a gardé ce registre parce que ceci s'intégrait dans sa défense et il voulait le donner à l'accusation. Une dernière observation nécessaire à cet égard. Elle sera simple. Si vous regardez ce registre, si vous regardez les autres mentions apportées par Drago Nikolic dans d'autres registres, il est impossible que lorsque Drago Nikolic se trouvait au poste de commandement avancé le 13 juillet, ce qui est incontestable, il n'a apporté aucune mention dans ce registre. Où est-ce qu'elles sont passées, ces mentions? Déjà, le fait de poser la question fournit la réponse à celle-ci. Avant de passer à l'autre sujet, je saisis l'occasion pour revenir rapidement sur ce qu'a dit le témoin PW 143. Lazar Ristich, je pense que c'est un témoin qui a déposé à huis clos. Il s'agit de la pièce 3D1. À propos de ce témoin 143, nous n'avons pas présenté de conclusion en ce qui concerne sa crédibilité, mais il est facile de le dire que son témoignage était à ce point équivoque quant à la présence présumée de Drago Nikolic à l'école de Raovac comme au commandement du poste avancé le 13 juillet. C'est à ce point équivoque qu'on ne sera accordé aucun poids à ce qu'il a dit. Nous faisons également valoir que la question posée pendant les questions supplémentaires était inadmissible. Je renvoie à ce qu'a dit Archibald en 2006 à la page 394. Passons à maintenant M. Lazar Ristich, témoin de l'accusation. Il a dit ce qu'a répété l'accusation pendant ses réquisitions. Page du compte-rendu 34-254. On a dit que c'était un participant important aux côtés des autres membres de son 4e bataillon et que au cours des exécutions d'Oraovac. Ce n'est pas ce que montrent les éléments du dossier. Ceci n'a jamais été suggéré pendant la déposition de M. Lazar Ristich et je relève que pendant sa déposition, l'accusation n'a jamais demandé à ce qu'on mette en garde
mémoire de Lazar Ristich en vertu de l'article 84, la seule raison pour laquelle l'accusation a présenté à titre injuste ce qu'elle avait dit, c'est que la déposition de Lazar Ristich établit clairement que les informations qui lui avaient été données par le témoin 168 avaient... Le greffier, nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Monsieur Bourgon, sujet suivant, les éléments qui manquent dans ce dossier. Maître Ostojic a souligné le fait que l'accusation s'est abstenue d'appeler bon nombre de témoins dont la déposition aurait été capitale pour établir les faits véritables de juillet 95. Je me joins à lui et j'attire l'attention des juges sur les témoins suivants que l'accusation aurait dû appeler à la barre. Tout particulièrement, étant donné que la Chambre a rencontré Jesse Kovacs, qui était le président de la police militaire. Il est inacceptable, le commandant de la police militaire, de la compagnie de police militaire, il est inacceptable qu'il n'a pas été cité par l'accusation. Il a certes refusé de rencontrer les avocats de la défense, mais nous sommes convaincus que c'est lui qui aurait pu confirmer que Obrenovic est la personne qui a personnellement reçu les renseignements concernant l'arrivée imminente des prisonniers dans la zone de Zvornik, qui aurait pu montrer que Nikolic n'avait pas été contacté à ce propos et que Obrenovic est l'homme qui a donné l'ordre à Jasikovac de déployer à certains membres de la police militaire à Zvornik. Il s'agissait d'ailleurs de membres qui n'étaient pas inaptes au combat. Monsieur Malkovski, désolé d'interrompre, mais il est suggéré que la Chambre a rencontré Jasikovac. Est-ce bien ce que vous vouliez dire, maître? Et je me demande si c'est bien ce que devrait dire le compte-rendu d'audience à la ligne 16 de cette page. Maître Bourgon, excusez-moi, merci d'avoir signalé ceci. Bien sûr, il s'agissait de l'accusation. La Chambre de première instance n'aurait pas pu rencontrer Jasikovac. Le président, merci de cette précision. Monsieur Maklovski, maître Bourgon, il aurait pu confirmer que Momian Nikolic n'avait pas connaissance du contenu de la conversation qu'aurait eu Berra et Momian Nikolic le 13 juillet dans la nuit. Depuis, l'accusation a retiré les témoins Salaboura et Golic de la liste 65 terres. Et nous pensons que l'accusation ne peut pas se baser sur les mentions qu'il y a dans le registre de permanence qui implique Salaboura et Golic pour conclure que Dragan Nikolic a travaillé étroitement avec Berra et Popovic du 13 au 16 juillet. Ce n'est pas ce que montrent les éléments de preuve. Après le 14 juillet, Nikolic s'est tenu écarté de tout ce qui se passait. C'est manifeste. Manifestement, l'accusation n'a jamais cherché à vraiment établir dans quelle mesure Nikolic avait participé à ces événements. Sujet suivant. Le premier mode d'entreprise criminelle commune présumé par l'accusation, transfert forcé. Deux questions préliminaires que je dois d'abord évacuer. La question des victimes qui auraient été forcées des enclaves de Srebrenica et de Jepa et l'obligation qu'a l'accusation d'apporter la preuve en fonction des modes de responsabilité de l'ECC. En ce qui concerne les victimes de transfert forcé, cette question s'est posée en application des arguments présentés en vertu de l'article 98 bis. La Chambre a décidé que cette question devait être abordée au mieux au cours de la stade finale du procès. Notre mémoire en clôture
présente de façon détaillée ceci. Les hommes qui ont été séparés de la foule se trouvant à Potocari, qui ont été mis en détention et transportés à Bratunac, ainsi que les hommes qui ont décidé de quitter l'enclave de Srebrenica, mais ont été capturés lorsqu'ils faisaient partie de la colonne qui allait vers Tuzla et qui ont été alors emmenés à Bratunac. Ces deux catégories d'hommes n'ont pas été des victimes de transferts forcés. L'accusation dit que ces hommes faisaient partie de la population musulmane et que ces hommes étaient des victimes de transferts forcés parce que leur présence à Srebrenica était légitime. L'accusation ajoute que ces hommes n'ont pas eu le choix et n'ont pas décidé d'eux-mêmes de quitter l'enclave, qu'ils l'ont fait parce qu'ils voulaient échapper à l'attaque menée sur l'enclave par la VRS. Paragraphe de 1897 des réquisitions. Les arguments à charge sont erronés en droit comme en fait. Je ne vais pas répéter les arguments, mais l'accusation omet premièrement de considérer qu'en plus du statut juridique de ces hommes, ce dont nous parlons dans nos plaidoiries, ce qui compte, c'était l'intention des auteurs présumés s'agissant de ce qu'ils voulaient faire de ces hommes, de la façon dont ils voulaient les traiter. Quand on voit les hommes qui ont été séparés des femmes, des enfants et des personnes âgées à Potocari, c'est manifeste. Et s'ils ont été séparés, c'est parce que la VRS voulait faire autre chose de cet homme. Quelque chose qu'ils ne voulaient pas faire de ce qu'ils ont fait des femmes, des enfants et des personnes âgées. Il se peut que l'objectif ait été d'assurer le transfert forcé des femmes, des enfants et des personnes âgées, mais ce n'est pas le traitement que la VRS voulait réserver à ces hommes. Si l'accusation dit que la décision de tuer ces hommes avait déjà été prise, bien sûr, ce que nous allons contester, nous avons toujours contesté, à ce moment-là, ce n'était pas un transfert forcé. Le crime, l'infraction, c'était le meurtre. Mais si la décision n'avait pas été prise de tuer ces hommes, et nous disons que c'est la conclusion qu'il faut tirer au vu des éléments du dossier, à ce moment-là, les hommes mis en détention qui auraient apparemment participé à des hostilités, s'il fallait les passer au crible, s'il fallait les faire prisonniers pour les utiliser dans un échange à venir, ce n'est plus un transfert forcé. L'accusation dit que pour la VRS, ce n'étaient pas des prisonniers parce qu'on ne pouvait pas les distinguer de personnes qui auraient été des soldats. Paragraphe de 1907 des réquisitions. Mais je le rappelle, ce n'était pas un conflit non international, c'était des hommes en âge de combattre. S'ils ont été détenus, c'est parce qu'on les soupçonnait d'avoir participé à des hostilités dirigées contre la VRS. L'accusation ajoute que c'était des hommes à qui on n'a pas donné à boire ni à manger, que certains ont été battus, et ce qui aurait voulu dire que pour la VRS, ce n'étaient pas des prisonniers. Bien sûr, si on prive des prisonniers de vivres, d'eau, si on les maltraite, et si ceci avait été établi, on pourrait dire que c'est effectivement une violation du droit humanitaire international. Mais ça change rien au fait que ces hommes étaient en détention et se trouvaient entre les mains de la VRS à l'époque, au moment des faits, jusqu'au moment où on allait décider de ce qu'on allait faire de ces hommes. Ce n'est pas là un transfert forcé. Le fait que c'était des prisonniers se trouvant entre les mains de la VRS a permis à la VRS de les transformer tout à fait, de transporter légitimement dans des lieux de détention, et ce n'est pas non plus un transfert forcé. Qu'en est-il des hommes qui sont partis pour rejoindre la colonne? Ce qui compte le plus ici, c'est le fait que ces hommes ont décidé d'eux-mêmes de quitter Srebrenica. Les éléments montrent que ça a été un retrait organisé qui avait pour objectif de veiller à ce que les membres de la 28e division et les hommes en âge de combattre arrivent à Tuzla, où ils pouvaient prêter main forte à la BIH dans des opérations de combat à venir. Contrairement à ce qu'affirme l'accusation, ces hommes n'ont pas été obligés de quitter l'enclave de Srebrenica. La VRS n'était même pas arrivée à Srebrenica lorsque la colonne s'est mise en branle pour aller à Tuzla. Bandurevich l'a expliqué lorsqu'il a déposé la 28e division.
elle se retirait plus vite que lui n'avançait avec son groupe tactique 1. Ces hommes ne battaient pas retraite, ils étaient déjà en route pour aller à Tuzla. De plus, ces hommes avaient une possibilité, ils pouvaient se rendre à ce moment-là. Référence pour Paderovitch, c'était 30867, 30868. Ces hommes avaient le choix, ils pouvaient se rendre à ce moment-là. Rien ne pouvait prévoir qu'ils allaient faire l'objet d'actes criminels au cas où ils se rendaient. De plus. Une fois que la VRS s'est rendu compte que ces hommes avaient quitté Srebrenica, étaient déjà en route pour aller à Tuzla, la VRS a aussitôt réagi. Sa réaction a été d'intercepter des hommes pour les empêcher d'arriver à Tuzla, ce qui montre que la VRS ne pensait pas à assurer un transfert forcé. Si la VRS avait voulu faire un transfert forcé, elle aurait laissé ces hommes arriver jusqu'à Tuzla. De plus, une fois ces hommes capturés en route, le long de la route qui allait à Konevich-Polier, on peut appliquer le même raisonnement que celui appliqué aux hommes séparés des autres personnes à Potocari. Si on avait déjà décidé de les tuer, ce que ne montrent pas les éléments du dossier, ce n'était plus un transfert forcé, c'était un meurtre. Si la décision n'avait pas été prise de tuer ces hommes, et à notre avis, c'est bien ce que montrent les éléments du dossier, le fait de détenir des hommes qui sont supposés avoir participé à des activités, qui essaient de rejoindre leurs propres forces, le fait de transporter ces hommes à Bratinac puis à Zvornik, ça ne revient pas à avoir réalisé un transfert forcé. Par conséquent, au vu des éléments du dossier, il est clair que ces hommes qui ont été capturés lorsqu'ils étaient avec la colonne et les hommes qui ont été capturés n'ont pas été victimes d'un transfert forcé pour les faire partir de Srebrenica. Qu'en est-il des hommes de Shepard? Comme je n'ai pas beaucoup de temps, je ne veux pas aborder cette question, mais je suis tout à fait prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Par conséquent, Monsieur le Président, les hommes séparés à Potocari, comme les hommes qui ont quitté Srebrenica avec la colonne, n'ont pas été victimes d'un transfert forcé. Le président, excusez-moi de vous avoir interrompu, mais puisque vous parlez du sujet du transfert forcé, pourriez-vous aborder la question de savoir à quel moment ce crime a été consommé, a été réalisé? À quel moment il faut arriver à un lieu précis? Ou la question de savoir si ceci s'est passé au moment où il y a eu éloignement forcé des personnes de l'endroit où elles se trouvaient. Réponse. Merci, Monsieur le Président. Le moment où ces hommes ont été mis en détention, le moment où ces hommes ont été séparés des autres à Potocari, la question de savoir le meurtre ou l'infraction qui a commencé à ce moment-là, que ce soit détention meurtre ou absence de meurtre, je dis qu'il n'y a pas eu de transfert forcé. Pour ce qui est des hommes de la colonne, s'agissant du moment où ils ont décidé de quitter Srebrenica, je dis qu'il n'y a pas eu de transfert forcé. Même si la Chambre estimait que ces hommes ont été victimes d'un transfert forcé, il ne fait aucun doute que le résultat serait quand même le même pour Drago Nikolic. Deuxième question liminaire. Les éléments constitutifs d'une entreprise commune, criminelle commune, voici ce que doit prouver l'accusation. D'abord, l'intention délictueuse, mens rea, vous avez ceci à l'écran. L'intention de réaliser un objectif commun. L'accusation doit prouver les éléments de l'élément moral en déterminant les éléments pour chacun des crimes présumés commis. Il faut donc prouver tous les éléments d'une intention spécifique comme l'intention générique pour les crimes contre l'humanité. L'accusation doit établir également que les éléments constitutifs de l'élément moral, ou plutôt il faut prouver que l'élément moral pour chacune des infractions a été établi. Si ceci n'est pas prouvé en tout ou en partie par l'accusation, ça veut dire que l'accusation n'est pas membre de l'entreprise criminelle commune, ce qui veut dire
que la responsabilité pénale de l'accusé doit être évaluée en fonction d'autres modes de responsabilité en vertu de l'article 7.1 du statut. C'est ce que nous disons s'agissant des deux modes d'entreprise criminelle commune pour Dragon et Nikolic. Ils n'avaient pas l'intention délictueuse, l'élément moral requise, ce qui veut dire qu'ils n'étaient pas membres des deux modes présumés ou requis d'entreprise criminelle commune. Il n'a jamais eu ces informations à propos des deux modes d'entreprise criminelle commune. Il n'en a jamais été membre. C'est pour ça qu'il faut voir sa responsabilité en vertu d'autres modes de responsabilité qui se trouvent à l'article 7.1 du statut. Deuxièmement, bien entendu, l'accusation doit prouver l'élément matériel, actus reus, prouve au-delà de tout doute raisonnable que l'accusé a apporté une participation matérielle à la réalisation de l'objectif commun. Voyons les éléments requis pour l'entreprise criminelle commune. Vous avez à l'écran les différentes étapes qui doivent être franchis pour déterminer si l'accusation a rempli l'obligation de la preuve qu'elle avait. D'abord, il faut identifier précisément l'objectif commun. Deuxièmement, il faut prouver que l'accusé connaissait l'objectif commun. Troisièmement, il faut établir au-delà de tout doute raisonnable que l'accusé avait l'intention de contribuer ou de réaliser cet objectif commun. L'élément moral doit être identifié pour chacune des infractions requises ou affirmées, et il faut prouver au-delà de tout doute raisonnable que l'accusé était animé de l'élément moral pour chacune de ces infractions. L'accusation utilise les modes d'entreprise criminelle commune contre Drago Nikolic. Pourquoi? C'est très clair. Il n'était simplement à Oravec, mais il est coupable de tout. Car s'il a apporté une contribution matérielle à un des lieux d'exécution, cela veut dire qu'on peut l'estimer coupable de tout ce qui s'est passé sur tous les lieux d'exécution. Mais l'accusation oublie de dire que pour que ceci soit réalisé, il faut que Nikolic ait été membre de l'entreprise criminelle commune. Et pour cela, ça veut dire que l'accusation doit apporter une preuve selon des critères très rigoureux pour prouver qu'il était animé de cet élément moral, de cette intention délictueuse, qu'il a participé à la planification, à la création de cette entreprise criminelle commune. Et pour accepter cette entreprise, sa responsabilité, il doit savoir ce que c'est cette entreprise commune, qu'il avait l'intention de réaliser cet objectif commun. Mais il n'a jamais eu cette intention, il n'a jamais eu ces connaissances précises. Comme le montre notre mémoire en clôture, l'objectif commun de cette entreprise criminelle commune affirmée par l'accusation, le premier mode de responsabilité chronologiquement, eh bien, ce premier objectif est celui-ci. Obliger la population musulmane de quitter les enclaves de Srebrenica et de Jepa dans des zones qui ne sont plus sous le contrôle de la Republika Srpska du 8 mars à la fin août 1995. La conjonction « et » est importante. Ceci se trouve au paragraphe 49 de l'acte d'accusation. L'entreprise criminelle commune, c'est pour les deux enclaves. Même si la Chambre a dit qu'il y avait un ou deux modes de responsabilité s'agissant du transfert forcé présumé de la population musulmane pour Srebrenica et Jepa, la Chambre a dit que ceci devait être prouvé au cours du procès. Et nous faisons valoir à ce stade que ce n'est pas la Chambre qui a le droit de modifier ce qui constitue, selon les dires de l'accusation, dans son acte d'accusation, l'objectif commun. De toute façon, même si la Chambre devait faire une séparation entre Srebrenica et Jepa pour établir deux formes d'entreprise criminelle commune, le résultat serait le même. Monsieur le Président, nous aimerions vous dire que les allégations de l'accusation, à savoir que la population musulmane doit être forcée dans des zones se trouvant à l'extérieur du contrôle de la VRS, doit également être prouvée. L'accusation sous-tend que ce n'est pas un élément du crime, et ceci est complètement... Ceci n'est pas pertinent. Bien sûr que ce n'est pas un élément du crime, mais d'après si l'accusation accepte que c'est un élément qui définit le but commun de l'entreprise criminelle commune, et si ceci définit l'objectif commun de l'entreprise criminelle commune, à ce moment-là, l'accusé doit être
conscient de ceci et doit commettre et doit aider à ce que ceci soit fait afin que la population musulmane soit expulsés à l'extérieur des zones sous le contrôle de la VRS. Nous soumettons que Drago Nikolic n'a jamais eu l'intention de commettre ou de participer à ce but commun. Maintenant, examinons l'enclave de Srebrenica. Il est très clair, Monsieur le Président, que les éléments de preuve démontrent que Drago Nikolic n'a jamais été informé de l'objectif commun, à savoir de contraindre la population musulmane de partir, population musulmane composée de femmes, d'enfants et de personnes âgées qui sont allées de Srebrenica à Potocari. De l'enclave de Srebrenica, et ce, dans les zones se trouvant à l'extérieur du contrôle de la VRS. Et ceci figure dans notre mémoire en clôture au paragraphe 2785 à 2787. L'autre prend 1027 à 1043. En fait, il y a deux raisons. D'abord, l'accusation ne tient pas compte de notre thèse selon laquelle Drago Nikolic n'a jamais pris part à cette entreprise criminelle commune, à savoir de contraindre les femmes et les enfants et les personnes âgées de quitter Srebrenica. Et deuxièmement, si l'on se penche sur le paragraphe 2785 à 2787, l'accusation fait référence très précisément à la connaissance de Drago Nikolic concernant les prisonniers ou les hommes de Bratunac, mais on n'a jamais parlé de femmes, d'enfants et de personnes âgées à Potocari. Eh bien, si nous avons de la même façon, si nous avons raison, dire que seules les femmes, les enfants et les personnes âgées avaient été contraints de partir, avaient fait l'objet de transferts forcés, alors à ce moment-là, la seule conclusion à laquelle nous pouvons arriver, c'est que Drago Nikolic n'avait pas connaissance de cet objectif commun, à savoir de les obliger de partir de l'enclave de Srebrenica. Et puisque nous n'avons pas suffisamment de temps, je ne vais pas parler de l'enclave de Srebrenica, mais elle figure dans notre mémoire en clôture. L'enclave de Jepa, ça pour l'interprète. La seule conclusion à laquelle je peux arriver, Monsieur le Président, à ce moment-là, c'est que la mens rea, pour être membre de l'entreprise criminelle commune, n'a pas été prouvée au-delà de tout doute raisonnable. Donc, Drago Nikolic ne faisait pas partie de l'entreprise criminelle commune, tel que mentionné un peu plus tôt. Ceci est d'une importance primordiale pour pouvoir réfléchir sur la responsabilité pénale de Drago Nikolic, eu égard à tous les événements qui ont eu lieu dans la région de Srebrenica au mois de juillet 1995 et les allégations qui portent sur ceci dans l'acte d'accusation. Clairement, si Drago Nikolic n'est pas membre de l'entreprise criminelle commune, à savoir de contraindre la population musulmane de quitter de façon forcée, l'enclave, ceci établit une différence très claire entre Drago Nikolic et toute autre personne qui ait participé à cette entreprise criminelle commune. Puisque nous disons, Monsieur le Président, qu'il n'était pas membre de l'entreprise criminelle commune, il n'est pas nécessaire de parler de la mens rea qui doit faire partie des crimes, si l'on pense, des crimes qui ont été commis par l'entreprise criminelle commune. Il n'est pas non plus nécessaire de parler s'il a contribué à cette ECC. Je ne vais pas parler de ceci maintenant non plus, mais je serais bien heureux de répondre aux questions que vous aurez imposées si ceci est le cas. Donc, la seule conclusion possible est la suivante, puisqu'il n'était pas membre de l'ECC, puisqu'il n'y a pas d'éléments de preuve et puisque l'accusation n'a pas pu prouver que Drago Nikolic porte une responsabilité, soit selon les modes de la responsabilité de l'ECC ou bien d'autres modes de responsabilité d'après l'article 7.1 du statut. Il n'a pas du tout pris part au transfert forcé de la population musulmane de Srebrenica et Jepa vers d'autres territoires contrôlés de l'ARS. Maintenant, la question se pose de la VRS, à l'extérieur du contrôle de la VRS. Maintenant, la question se pose si la Chambre de première instance statue sur le fait que les hommes de Bratunac, pour ce qui est de l'enclave de Srebrenica, et les hommes en âge de porter des armes concernant l'enclave de Srebrenica, si la Chambre de première instance statue qu'ils sont inclus, que ceci est inclus, et que les personnes qui ont fait l'objet de transferts forcés ont été déportées, à ce moment-là, si Drago Nikolic avait été informé de l'arrivée des prisonniers dans la région de Zvornik, il savait à ce moment-là que ces hommes étaient
ils étaient là, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient des prisonniers. Dans tous les cas, ils ne savaient pas de quelle façon ces hommes se sont trouvés à Bratunat. Ils n'avaient pas l'information, ils ne savaient pas de quelle façon les hommes, enfin, qu'on avait séparé les hommes à Potocari. Ils ne savaient pas non plus que les hommes avaient été capturés de la colonne et séparés. Ils ne savaient pas de quelle façon les hommes qui avaient été capturés et pris de la colonne avaient été emmenés non plus à Bratunat. Les éléments de preuve nous démontrent que ce qu'ils savaient après avoir supposément rencontré Behara et Popovic le 14 juillet, c'est qu'ils avaient reçu pour mission d'héberger des personnes qui étaient venues pour des buts d'échange, et c'est quelque chose dont ils n'avaient pas été informés préalablement. Il n'y avait pas aucune mention de meurtre. Lorsqu'on a posé la question à mon collègue à savoir s'il peut démontrer quelques éléments de preuve, que ce soit à savoir que Drago Nikolic savait pertinemment que les prisonniers qui étaient arrivés dans la région de Zvornik avaient été contraints de partir et étaient obligés de partir de l'enclave de Srebrenica, il n'avait pas été en mesure d'identifier aucun élément pertinent au compte-rendu d'audience. Il s'agit du compte-rendu d'audience 34264, se reprend l'interprète à 34268. Peut-être que j'ai déjà parlé dans mon mémoire en clôture, et comme je l'ai déjà dit un peu plus tôt, Monsieur le Président, en réponse à l'une de vos questions, lorsqu'on parle, enfin, le crime de transfert forcé avait déjà été fait lorsque ces personnes sont arrivées dans la région de Zvornik. Et pour ce qui est de l'actus reus, on ne peut pas dire que le fait d'avoir dirigé les prisonniers qui comportaient ces prisonniers de l'hôtel Vidikovac à l'une ou plusieurs des écoles dans Zvornik, que ceci contribue de façon importante au transfert forcé de ces hommes à l'extérieur de l'enclave de Srebrenica vers les zones qui se trouvaient à l'extérieur du contrôle de la VRS. Il est également important de dire que ces hommes n'avaient jamais été transférés à l'extérieur de la région sous le contrôle de l'ARS. Et comme j'ai dit un peu plus tôt, c'est une allégation que l'accusation doit prouver. Pour ce qui est maintenant des emmenages de porter les armes de l'enclave de Jepa, il n'y a aucun élément de preuve démontrant que Drago Nikolic était au courant des crimes allégués qui s'étaient déroulés à Jepa à ce moment-là. Et s'il avait eu... et on n'a pas non plus prouvé qu'il avait l'intention de transférer ces hommes à l'extérieur des régions contrôlées par l'ARS ou à l'extérieur des frontières nationales. Alors pour toutes ces raisons, Drago Nikolic doit être acquitté des chefs 7 et 8. Je passe maintenant à la deuxième entreprise criminelle commune, telle qu'alléguée par l'accusation. Et de nouveau, j'aimerais commencer par l'identification de l'objectif commun précis. Comme nous l'avons démontré, ou comme nous l'avons présenté dans nos écritures, en clôture, l'objectif de l'entreprise criminelle commune alléguée par l'accusation est la suivante: de tuer tous les hommes en âge de porter les armes d'origine musulmane de Srebrenica. L'accusation n'a pas contesté ceci dans leurs écritures ou leurs arguments oraux. Ce qui est important ici, c'est le mot « tous les hommes ». L'accusation ne peut pas sous-tendre que l'acte d'accusation sous-tend ou prétend un autre objectif commun, tel que présenté dans notre mémoire en clôture, dans les paragraphes 11149 à 1204. Les éléments de preuve démontrent que Drago Nikolic n'avait jamais connaissance et il n'avait jamais non plus été informé du plan commun, du dessein commun selon lequel il fallait tuer tous les hommes en âge de porter les armes de Srebrenica. Des éléments présentés par l'accusation n'ont pas démontré ceci. Je voudrais attirer votre attention, les éléments présentés par l'accusation n'ont pas démontré le contraire, se reprend l'interprète. J'aimerais maintenant attirer votre attention au paragraphe 1160 de notre mémoire en clôture. Même si les éléments de preuve présentés, même si l'on accorde un poids à ce qu'a dit Obrenovic, pour ce qui est de Momir Nikolic, nous aurions appris qu'un crime allait être commis contre un très grand nombre de prisonniers qui allaient être transportés à l'extérieur de Zvornik. Drago Nikolic ne pouvait pas savoir, il est absolument impossible de... il ne pouvait pas savoir combien de prisonniers allaient être transportés à l'extérieur de Zvornik. Il ne pouvait pas non plus savoir de quelle façon ces hommes allaient se trouver à Bratunat. De plus, si l'on prend le fait que Drago Nikolic était l'officier de permanence au poste de commandement avancé jusqu'au 14 juillet dans la matinée, il est possible de tirer la conclusion suivante, à savoir que la composante de la 28e division était déjà entrée dans la région de Zvornik.
Je suis désolé, dit le président. Le conseil, les interprètes ont demandé au conseil de ralentir. Lorsqu'il a été formé du fait que les prisonniers étaient sur le point d'arriver dans la région de Zvornik, il ne pouvait pas penser que ces prisonniers représentaient tous les hommes de Srebrenica. Une composante assez importante de ce groupe était déjà sur son territoire et combattait déjà sur son territoire. Nous sous-tendons, Monsieur le Président, qu'il n'y a absolument aucun élément de preuve présenté et l'on ne peut pas non plus tirer aucune inférence, à savoir que Drago Nikolic avait été informé de l'objectif commun allégué, à savoir de tuer tous les hommes en âge de porter les armes pendant la réunion qui serait supposément déroulée le 14 juillet lorsque il aurait rencontré le Bisha Behara et Bouyadine Popovic. Il n'y a absolument aucun élément de preuve nous démontrant qu'il savait qu'il y avait un objectif selon lequel il fallait tuer tous les hommes en âge de porter les armes avant de participer à cette réunion. Et deuxièmement, les éléments de preuve reçus par Birchakovic quant à sa conversation avec Drago Nikolic lorsqu'il est sorti de cette réunion alléguée est crédible et il faut lui accorder un point important. En plus, il y a des éléments de preuve directs selon lesquels, au cours de cette réunion, Drago Nikolic n'a pas été informé du meurtre des prisonniers. Il n'a pas non plus été informé de l'objectif commun de tuer tous les hommes en âge de porter les armes de l'enclave de Srebrenica. De plus, même si Drago Nikolic avait été informé au cours de cette réunion du fait que les prisonniers qui étaient sur le point d'arriver allaient être tués, ceci ne correspond toujours pas à l'obligation selon laquelle Drago pouvait devenir membre de l'entreprise criminelle commune. Il faut se rappeler qu'à ce moment-là, Drago Nikolic sait qu'un nombre en âge de porter les armes de Srebrenica combattent dans la région de Zvornik. Elle sait d'entrer dans la région de Zvornik. Il pouvait également savoir, possiblement, il savait que les ordres qui arrivaient de l'état-major principal allaient prévenir ces hommes pour établir un lien avec le deuxième corps d'armée, mais l'objectif n'était pas de les tuer. L'accusation avance que Behara et Popovic n'avaient absolument aucune raison de mentir à leurs propres officiers de sécurité en leur disant que les prisonniers allaient faire l'objet d'un échange. Bien sûr, nous ne sommes pas en accord avec cette affirmation ou cette thèse pour plusieurs raisons. D'abord, même si Drago Nikolic était un officier de sécurité et si une telle conversation aurait eu lieu, la conversation semble se placer sur un même pied d'égalité. Drago Nikolic, parlant avec des officiers supérieurs à un niveau beaucoup plus supérieur. Drago Nikolic était un officier de sécurité d'une brigade. Il avait le grade le plus inférieur pour un officier, donc il n'y a absolument aucune raison pour que Behara et Popovic partagent avec Drago Nikolic les détails de l'objectif commun si celui-ci ait jamais existé. Mais ce qui les aurait intéressés de donner des instructions à Drago Nikolic, de lui dire ce dont ils s'attendent de lui et rien de plus. Mais ceci ne fait pas de Drago Nikolic un membre de l'entreprise criminelle commune. De plus, l'accusation sous-tend que Behara et Popovic n'avaient absolument aucune raison de mentir. Eh bien, ceci peut également s'appliquer à Drago Nikolic, qui n'avait absolument aucune raison de mentir à ses officiers de sécurité, ses collègues, comme Slavko Beric, par exemple, ou bien à son chauffeur, Birchakovic. Il n'y a absolument aucun élément de preuve selon lequel Slavko Beric, Rajko Babic, Momir Pelimic aient jamais reçu aucun élément d'information, quel qu'il soit d'un télégramme qu'ils auraient alléguément, soit qu'ils auraient supposément reçu, ou de Drago Nikolic, que les prisonniers allaient être tués. Et encore moins que l'objectif était de tuer tous les hommes en âge de porter des armes de Srebrenica. Donc, les écritures de l'accusation prétendent que Birchakovic a menti, Babic a menti, Peric a menti, et que parce que Drago Nikolic leur a menti. Eh bien, ceci n'est pas appuyé par les éléments de preuve. De plus, même si l'on examine ce que sous-tend l'accusation, à savoir que Behara et Popovic auraient dit quelque chose à Nikolic au cours de cette réunion, ceci ne fait pas partie de l'information selon lesquelles ils allaient commettre une entreprise criminelle commune, à savoir de tuer tous les hommes en âge de porter les armes. Et dernièrement, l'accusation sous-tend qu'au cours de cette réunion, Drago Nikolic ait fait des propositions sur des endroits où on pourrait détenir et ensevelir les prisonniers qui devaient être arrivés. Mais ceci n'est pas appuyé par aucun élément de preuve. Le fait que Drago Nikolic était un officier de sécurité et qu'il
il connaissait peut-être bien la région de Zvornik. Ceci n'est pas suffisant, l'absence d'éléments de preuve directe pour prouver ce qui a été dit dans cette supposée réunion, pour savoir qu'il avait connaissance de cet objectif commun. Et il en vaut de même pour le fait que l'équipement de génie avait été déployé ou que peu de temps après cette réunion, des autocars remplis de prisonniers étaient arrivés dans la région de Zvornik. La question finale qui se pose est si l'on peut conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que Drago Nikolic avait été informé par Beara et Popovic de l'objectif commun de l'entreprise criminelle commune alléguée, à savoir de tuer tous les hommes en âge de porter des armes de Srebrenica. Cette question, Monsieur le Président, doit être répondue par la négative. Enfin, il faut répondre à cette question par la négative sur le plan interprète, puisqu'il y a d'autres possibilités que nous pouvons conclure d'après les éléments de preuve, et donc on ne peut pas tirer cette conclusion. Pour mentionner l'une de ces possibilités, la suivante. L'élément appuie cette conclusion selon laquelle Drago Nikolic avait été par exemple appelé à la réunion de Beara et Popovic au commandement de la brigade de Zvornik, et qu'effectivement il a participé à cette réunion, que Drago Nikolic donc est pris part à la réunion au cours de laquelle il avait été informé qu'un certain nombre de prisonniers étaient sur le point d'arriver, et on lui a demandé de les héberger dans des écoles qui avaient déjà été préalablement identifiées, telle l'école de Kula. Si l'on tient compte du fait que le premier bataillon avait déjà été informé par télégramme de l'arrivée des prisonniers, en sortant de cette réunion, Drago Nikolic décroche le téléphone, appelle l'officier de permanence du premier bataillon pour lui dire, donc pas pour lui donner un ordre, mais pour lui donner une suggestion et lui dire... Je ne sais pas qui votre commandant a décidé d'envoyer à l'école de Kula. Eh bien, évitons d'avoir des problèmes avec la population locale. Vous devriez vous y rendre puisque votre maison s'est située près de l'école et vous connaissez bien la région. Ensuite, Drago Nikolic rencontre son chauffeur. Il informe son chauffeur de ce qu'il a appris au cours de cette réunion. Il lui donne... Il lui dit qu'il était satisfait, sans réserve, et par la suite, il se rend à l'hôtel Vidikovac, où un convoi de prisonniers arrive plus tard. Et ceci est en fait appuyé dans les éléments de preuve de façon beaucoup plus importante que la conclusion que l'accusation vous demande de tirer. Nous ne sommes... En fait... Comme nous l'avons dit hier, à un moment donné, effectivement, Drago Nikolic avait su à un certain moment donné que les prisonniers qui avaient été emmenés à l'école de Rachovac allaient être tués. Ceci est vrai. Nous ne sommes pas aveugles. Mais ceci a eu lieu au plus tôt lorsque Drago Nikolic est retourné à l'école de Rachovac tôt dans la soirée. Et à partir de là, s'est rendu avec son chauffeur Berchakovic au poste de commandement avancé. À savoir maintenant de but commun, de l'objectif commun, même quand Drago Nikolic a su que les prisonniers allaient être tués, cela ne veut pas dire qu'il avait cet objectif commun de l'entreprise criminelle commune alléguée, à savoir de tuer tous les hommes en âge de porter les armes de Srebrenica. Il n'a jamais su ceci, il n'a jamais appris cela, il n'y a aucun élément de preuve nous prouvant ce fait, même lorsque, dans l'après-midi du 14 juillet, il était supposément tout près de l'école de Petkovici, et où, lorsqu'il a vu que 15 corps avaient été emmenés vers l'eau par Berchakovic cette nuit-là. Les éléments de preuve fournis par le témoin PW 101 sont tels que l'on ne peut leur accorder aucun élément de preuve, et on ne peut pas non plus conclure que Drago Nikolic se trouvait sur le site d'exécution pendant cette nuit-là. Donc nous devons conclure qu'il n'était pas un membre de l'entreprise criminelle commune alléguée, dont le but était de tuer tous les hommes en âge de porter les armes de Srebrenica. Est-ce que ceci veut dire qu'il n'a pas été appliqué le 14 juillet, qu'il n'a pas du tout eu aucune implication dans les événements de Rachovac? Non, je l'ai déjà dit au début, Monsieur le Président, bien sûr que non. Les éléments de preuve nous démontrent que Drago Nikolic était suffisamment près des événements qui ont eu lieu à Rachovac pour avoir une certaine responsabilité pénale personnelle.
Je vais maintenant répondre aux arguments avancés par l'accusation au point romain 12, selon lesquels on parle de la responsabilité criminelle pénale personnelle de Drago Nikolic en vertu de l'article 7.1 du statut. La meilleure façon de procéder, Monsieur le Président, est de faire référence à l'ensemble des éléments à charge à la page CCX11. En fait, j'allais vous dire que je trouve ça un peu commun. Je ne sais pas qui a eu l'idée d'employer les chiffres romains. Mais bon, au paragraphe 2600, l'accusation sous-tend que l'application de Drago Nikolic d'une opération de meurtre a commencé lorsqu'il a été contacté par Vojadin Popovic et lorsqu'on lui a demandé de faire les préparatifs pour les prisonniers. Le président, je crois que vous allez trop rapidement, Monsieur Bourgon. Et en réalité, même le sténotypiste n'arrive pas à rattraper vos propos. Je suis vraiment désolée d'y mettre Bourgon. Note de l'interprète, nous avons du mal aussi. Tel que prétendé par mon collègue Jivanovic, tel qu'expliqué un peu plus tôt, nous arguons, Monsieur le Président, que cette conversation téléphonique entre Drago Nikolic et Popovic n'a jamais eu lieu. Et ceci... Et nous pensons que la base qui en suit est inexistante. Donc, il n'y a pas d'information alléguée de l'information. Il n'y a absolument aucune raison pour que Drago Nikolic appelle Obrenovic à ce moment-là. Il est donc clair, il est manifeste que ce qu'a avancé Obrenovic ici n'est que fabrication de toutes pièces. Donc nous estimons que cette conversation n'a pas eu lieu et qu'à ce moment-là, il n'a pas reçu l'autorisation de quitter son poste de commandement avancé dans la soirée et il n'a pas non plus reçu l'autorisation d'employer Yassi Kovacs et d'autres 5 ou 6 MP ce soir-là. En fait, les éléments de preuve montre que c'est Yassi Kovacs qui a donné l'ordre pour que ces derniers se déplacent à Orachovac. C'était aussi transcript de 6003. Alors, comment est-ce que ceci a eu lieu? Eh bien, il faut se pencher sur la chose suivante. Il n'y a absolument aucun élément de preuve démontrant que Yassi Kovacs se trouvait sur le terrain ce soir-là. Il aurait été complètement illogique pour Obrenovic de retirer un commandant de la police militaire sur le terrain à cette étape critique. L'interception tactique employée par l'accusation P1 inaudible ne contient absolument aucune référence à la conversation qui a eu lieu avec Yassi Kovacs. Si Obrenovic avait reçu des instructions, Obrenovic avait reçu des instructions concernant la détention des membres capturés de la colonne tôt dans l'après-midi P45. Obrenovic n'a pas informé l'officier de permanence Sreten Milosevic de ce qui se passait. Drago Nikolic se trouvait au poste de commandement avancé, mais il ne pouvait pas du tout venir en aide à Obrenovic, étant donné que si l'on prend l'heure à laquelle Obrenovic a quitté la brigade de Zvornik dans la soirée, ceci est après que les policiers militaires auraient quitté Orachovac. Donc la conclusion logique, Monsieur le Président, est la suivante, c'est que Obrenovic a dû recevoir personnellement l'information selon laquelle un groupe de prisonniers allait être envoyé à Orachovac. Il ne s'est jamais entretenu avec Drago Nikolic sur ceci. Il a personnellement donné l'ordre à Yassi Kovacs de prendre les membres de la police militaire qui étaient disponibles à Standard, non pas parce qu'ils n'étaient pas capable ou incapable, mais parce qu'ils se trouvaient là, c'était leur endroit où ils travaillaient ce soir-là, donc de se rendre à Orachovac et de préparer l'école. Dans sa déclaration de fait, Obrenovic a menti sur l'application de Drago Nikolic puisque l'accusation a exercé une pression sur lui pour remplir les lacunes de son témoignage et également reconnaître sa propre responsabilité dans ces événements lui aurait valu une sentence plus importante. Et ensuite, la prochaine égalisation, à savoir que, au paragraphe 2601, que Drago Nikolic a vu le déploiement de la police militaire. Et en fait, l'accusation, c'est que, sachant qu'ils allaient été tués, mais j'en ai déjà parlé. Omitted in its overview.
Je suis désolée, dit Maître Bourgon de nouveau. Alors, c'est un peu étonnant parce que l'accusation a omis de mentionner dans sa présentation des éléments de preuve le fait qu'il est arrivé au poste de commandement avancé. L'accusation sait très bien que Momir Nikolic a menti et avant que la Chambre de première instance ait décidé de l'appeler en tant que témoin dans cette affaire, ils avaient en fait... ils ne voulaient plus s'appuyer sur ces éléments de preuve. Il n'y a absolument aucun élément de preuve selon lequel Drago Nikolic savait le 13 juillet que les prisonniers allaient être tués dans la région de Zvornik et aucun élément de preuve ne démontre que Drago Nikolic se trouvait à l'école d'Orachovac dans la soirée ou dans la nuit entre le 13 et le 14 juillet. Tel que mentionné un peu plus tôt, dans le témoignage du témoin PW143, la seule personne qui ait pu peut-être voir Drago Nikolic à l'école de Rachovac, on ne peut lui accorder aucun point. Un autre élément manquant dans la présentation de l'accusation est le remplacement allégué de Drago Nikolic par Galic dans la soirée. Il est important bien sûr de comprendre à cet égard que l'accusation n'a pas démontré ou n'a pas prouvé, n'a pas même essayé de prouver où se trouvait Drago Nikolic ce soir-là ou dans la nuit, dans cette nuit-là, si effectivement il avait été remplacé au poste de commandement avancé, contrairement à nos arguments. De plus, l'accusation fait référence au témoignage de Birchakovic. L'accusation ne conteste pas le fait qu'il avait reçu l'ordre donné par Turbic d'aller chercher Drago Nikolic au poste de commandement avancé dans la matinée du 14 juillet. Et qu'en fait, il est fait. Paragraphe 655 du mémoire en clôture de l'accusation. Si Birchakovic s'était rendu effectivement au poste de commandement avancé pour aller chercher Drago Nikolic le 14 juillet et dans la matinée de cette journée-là, où se trouvait alors Galic, ce sont des indicateurs très puissants nous démontrant que Drago Nikolic n'a jamais été remplacé au poste de commandement avancé pendant cette nuit-là. Au paragraphe 2.6.7.2 de l'accusation, en parlant de la réunion avec Bera Popovic, j'en ai déjà parlé. Maintenant, l'ordre qui avait été donné au 1er bataillon et à l'officier de sécurité du 1er bataillon. Il s'agit de 2.6.03, j'en ai déjà parlé. S'agissant du paragraphe 2.6.04 de l'accusation, du mémoire en clôture, dans ce paragraphe, on peut lire que le 14 juillet, Drago Nikolic a vu ou surveillé la détention de prisonniers à Orachovac. Il n'y a absolument aucun élément de preuve nous démontrant qu'il ait coordonné quoi que ce soit à Orachovac. La seule personne qui le dit est le témoin PW 101-101 et il ne faut accorder aucun élément, aucun poids, bien sûr, à son témoignage. Il faut également prendre les éléments de preuve donnés par les officiers, les membres de la police militaire, à savoir à quel lieu de reprise Drago Nikolic se trouvait au poste à Orachovac en fait ce jour-là. Mais bien sûr, l'accusation prend tous les moments où la police militaire dit que Drago Nikolic se trouvait à ce moment-là et en fait ajoute tout. Mais en fait, c'est deux moments, en 2 temps. Drago Nikolic n'était là qu'à 2 reprises. Et ce qui est encore plus important, c'est qu'il n'y a absolument aucun élément de preuve démontrant que les membres de la police militaire de la brigade de Zvornik aient placé des bandeaux sur les yeux des prisonniers et qu'il les ait fait monter à bord de camions. Les éléments de preuve démontrent toutefois que certains membres de la brigade de Bratunac étaient venus. L'accusation n'a même pas enquêté sur ce point. Nous avons donné à l'accusation l'acte d'accusation qui existe contre les membres de la brigade de Bratunac 3D133, mais ils n'ont même pas, ils ne sont jamais penchés sur ces actes d'accusation. Ils n'étaient pas vraiment intéressés à savoir qui mettait les bandeaux sur les yeux des prisonniers et qui les plaçait à bord de ces camions. Ils n'étaient pas du tout intéressés à savoir cela. Ils savaient, de par le témoignage des victimes, que des personnes portant des bérets rouges avaient pris part à ces événements. Est-ce qu'ils ont essayé d'aller voir qui sont les bérets rouges à Bratunac? C'est une unité très célèbre, très connue, qui a pu peut-être participer aux exécutions, mais ils ne se sont pas penchés sur cette question non plus. Au paragraphe 2.6.07,
ou 2606 de l'accusation, à savoir que Drago était présent au site, sur le site d'exécution, j'en ai déjà parlé. 2607, au paragraphe 2607, il n'a pas du tout fait d'appel téléphonique à Abtijanovic. Ceci est établi et j'en ai déjà parlé au paragraphe 2608. Mais si ici on se livre à des conjectures, on parle d'une réunion alléguée entre Drago Nikolic et Behara au commandement de la brigade Zvornik le 15 juillet. Pourquoi? Le Président, est-ce que l'on pourrait peut-être parler de ceci après la pause? Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Très bien, merci. All rise. Veuillez vous lever.